Mon mari et ma fille m'ont mise à l'écart pendant un mois, alors j'ai choisi de partir. 5 ans plus tard, il m'a appelé pour me proposer d'assister au mariage de notre fille. J'y suis allé sans savoir à quoi m'attendre. Quand il m'a vu, ses mains se sont mises à trembler et j'ai enfin compris le pouvoir de partir. « Papa, as-tu entendu quelque chose ?» Comme un bruit blanc étrange. Je suis resté figé dans mon salon, les mains toujours tendues vers la télécommande, tandis que ma fille de 17 ans me regardait fixement et demandait à son père s'il avait entendu un bruit. Pas une question, juste à propos de moi, comme si j'étais un appareil défectueux. Spencer n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Juste la maison qui s'effondrait, ma belle. La maison qui s'effondrait. Voilà ce que j'étais devenu après 20 ans de mariage. Ni Catherine, ni maman, ni même une nuisance digne d'être reconnue. Juste un bruit ambiant, des parasites en arrière-plan, le grincement de vieux tuyaux que personne ne remarque plus. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être là et d'écouter vos histoires de courage dans des situations impossibles. Si vous pensez que personne ne mérite d'être effacé de sa vie, pensez à vous abonner. C'est gratuit et cela permet à ces histoires d'atteindre ceux qui ont besoin de les entendre. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. C'était le 28e jour de ce que j'avais commencé à appeler la gomme. 28 jours consécutifs à être traité comme si je n'existais pas chez moi. 28 matins de salutations joyeuses, suivis d'un silence théâtral. 28 soirs à rentrer et à les trouver déjà en train de manger des plats à emporter qu'ils n'avaient même pas pris la peine de me réserver. J'avais même commencé à me regarder dans le miroir cette semaine-là, à toucher les murs pour vérifier que je pouvais encore interagir avec des objets physiques. J'avais cherché sur Google, peut-on être mort sans le savoir, à 2 heures du matin 3 nuits plus tôt, ce qui en dit long sur mon état mental. La télécommande était posée sur la table basse, entre eux, à seulement 48 mètres de moi. Lily me l'a arrachée dès que je l'ai attrapée, la serrant contre sa poitrine comme si je cherchais à lui voler quelque chose de précieux. On regarde quelque chose, dit-elle sans me regarder. J'ai juste besoin de 5 minutes, m'entendis-je dire, détestant que ma voix ait pris ce ton suppliant. Juste pour regarder les infos. 5 minutes. Les yeux de Lily restèrent fixés sur l'écran de télévision où un couple de télé-réalité se disputait. On est au bon moment. Le bon moment. C'était toujours un bon moment. Chaque fois que je voulais utiliser la télévision que j'avais contribué à payer dans la maison que j'avais contribué à entretenir, il y avait toujours un moment critique où je l'interrompais. Je suis resté là un instant, les bras toujours tendus bêtement, avant de la laisser retomber à mes côtés. Spencer et Lily avaient déjà reporté leur attention sur l'écran, leur corps légèrement incliné vers l'extérieur, formant un front uni, un mur que je ne pouvais pas franchir. Je suis retourné à la cuisine, mes pas résonnant sur le parquet. J'avais récuré le week-end dernier. La vaisselle du petit-déjeuner était encore dans l'évier. La vaisselle du petit-déjeuner auquel je n'avais pas été invité parce qu'ils étaient allés manger des crêpes. Sans le mentionner, sans demander si je voulais venir, j'avais trouvé le ticket de caisse sur le comptoir en descendant à 8h30. 2 portions de crêpes aux myrtilles, 2 jus d'orange, 2 cafés. L'horodatage indiquait 7h15. Il était parti volontairement tôt pour m'éviter. Ce n'était pas nouveau. Ce schéma se construisait depuis des semaines, chaque incident étant suffisamment insignifiant pour être ignoré individuellement, mais l'ensemble formant un tout impossible à ignorer. Ça a commencé subtilement, des conversations qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. À l'intérieur, des blagues auxquelles je n'étais pas mêlé, des projets faits sans me consulter. Puis ça a dégénéré. Les salutations matinales que je leur adressais, restaient sans réponse. Spencer levant son journal à la seconde où j'ai parlé, créant une barrière physique entre nous. Les yeux de Lily glissaient sur moi comme si j'étais transparente, même quand je me tenais juste devant elle pour lui demander comment s'était passée sa journée. J'ai d'abord essayé de rationaliser. Spencer était stressé par le travail. Lily était adolescente et les adolescents sont naturellement égocentriques. Ils traversaient une période difficile, une phase de complicité père-fille qui finirait par passer. Mais ce n'était pas de la complicité. C'était de l'exclusion. Une exclusion systématique et délibérée. J'ai ouvert le réfrigérateur à la recherche de quelque chose à préparer pour le dîner et je l'ai trouvé presque vide. Les courses que j'avais achetées 3 jours plus tôt avaient disparu. À la place, il y avait des boîtes à emporter et des plats préparés. Je n'avais rien acheté. Ils avaient mangé sans moi, fait leurs courses sans moi, vécu sans moi. Mon téléphone a vibré sur le comptoir.
Un SMS de mon amie Janet. Toujours partante pour un café demain? J'ai scruté le message en essayant de me souvenir quand j'avais fait ces plans. Hier, la semaine dernière, le temps s'était brouillé, chaque jour était identique au précédent. Réveille-toi. Essaie d'être vu, Phil. Couche-toi. Recommence. J'ai répondu, oui, 10 heures au Riverside Café. Sa réponse est venue immédiatement. Parfait. J'ai hâte de te retrouver. Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Une éternité? Ça faisait si longtemps? J'ai parcouru l'historique de nos messages. 6 semaines depuis notre dernier rendez-vous café. 6 semaines depuis que j'avais quitté la maison pour autre chose que mes quarts de travail à temps partiel à la bibliothèque universitaire. 6 semaines depuis que j'avais fait quoi que ce soit qui ne visait pas à faire reconnaître mon existence par ma famille. Quand étais-je devenu cette personne? Cette femme désespérée et invisible qui hantait sa propre vie. J'ai fermé le réfrigérateur et j'ai remarqué quelque chose sur le réfrigérateur. Un comptoir que je n'avais jamais vu auparavant. La mallette de Spencer était posée près de la porte de derrière, prête pour le lendemain matin. Mais c'était samedi. Spencer ne préparait jamais sa mallette le samedi pour le lundi. Il était méticuleux dans ses habitudes. Sa mallette était préparée le dimanche soir, jamais auparavant. Une sensation de froid me piqua le bas du dos. Je m'approchai en me disant que j'étais juste curieuse, pas en train de fouiner. Le cuir était cher, bien entretenu, exactement comme Spencer lui-même. Professionnel, organisé, efficace. Un coin de papier dépassait de la poche latérale. Un papier à en-tête légale. Ma main bougea avant que mon cerveau ne puisse l'arrêter, tirant le document. Demande. Je me laisse sentir. Le chagrin des années manquantes. La douleur des souvenirs qui appartiennent à quelqu'un que j'étais. La perte de voir ma fille grandir jusqu'à l'âge adulte. D'être exclu des visites à l'université, des présentations de petits amis et des célébrations de fiançailles. J'ai pleuré pendant environ 20 minutes, puis j'ai rangé les photos. Demain, il ne s'agissait pas de se réapproprier le passé. Il s'agissait d'y faire face avec dignité intacte. Le matin du mariage est arrivé avec un temps printanier parfait. Ensoleillé, chaud, le genre de journée qui faisait ressembler les mariages à des magazines. Je me suis réveillé à 6 heures, trop impatient de dormir. Suivre ma routine matinale avec une précision mécanique. Toast gonflé, je ne pouvais pas goût. Douche. Application soignée d'un maquillage qui sublime sans s'annoncer. La robe bleu marine qui lui va parfaitement. Bijoux modestes. Des chaussures confortables mais élégantes. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme qui avait survécu à quelque chose qui aurait dû la détruire, qui s'était reconstruite à partir de rien pour devenir quelque chose de solide et de réel. Assez bien. Le trajet jusqu'au Riverside Country Club a duré 40 minutes sur des autoroutes bordées d'arbres en fleurs. Nature fournissant des décorations de mariage gratuites. J'ai utilisé le temps de respirer pour me recentrer sur les techniques des cours de yoga que je suivais depuis des années. Je me suis rappelé à chaque respiration que je n'ai besoin de rien de ces gens. Ni le pardon, ni la réconciliation, ni la compréhension. J'y vais parce que Lily est toujours ma fille. Parce que je refuse d'être effacé de cette étape. Parce que se montrer est plus puissant que se cacher. Le country club ressemblait à un objet sorti d'un magazine de richesse. Des colonnes de marbre, des terrains aménagés par des professionnels, un service de voiturier pour des véhicules de luxe qui coûtent plus cher que mon salaire annuel. Je suis passé devant le voiturier et j'ai trouvé une place de stationnement régulière au bord du parking, là où ma berline de 10 ans ne voulait pas l'air vraiment déplacée. Je suis resté assis là pendant 15 minutes à regarder les invités arriver. Des femmes en robe de créateur et des hommes en costume coûteux. Tout le monde avait l'air d'appartenir à ce monde de country club, de mariage à destination et de fonds fiduciaires. Je n'avais pas ma place ici. Je n'ai jamais eu ma place ici. Même lorsque j'étais marié à Spencer, j'avais construit quelque chose de mieux, quelque chose de réel et mien, et ne dépendant pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. J'étais là parce que j'ai choisi d'être présent, visible, indéniable. J'ai vérifié une dernière fois mon reflet dans le rétroviseur, j'ai attrapé mon petit sac à main et j'ai ouvert la portière de la voiture. Il est temps de leur rappeler ce qu'ils ont perdu lorsqu'ils ont décidé que je n'avais pas d'importance. L'entrée du country club donnait l'impression d'entrer dans un univers différent. Un monde où la richesse murmurait au lieu de crier. Où tout,
des chaussures cirées du portier au parfum subtil des fleurs coûteuses, annonçaient que c'était un monde auquel je n'avais jamais vraiment appartenu. J'ai contourné le livre d'or, ne voulant pas annoncer ma présence plus que nécessaire, et j'ai suivi le flux d'étrangers bien habillés vers l'espace de cérémonie. Le lieu a ouvert comme une scène d'un magazine de mariage. White rose cascading from every surface, silk ribbon the color of champagne, enough candle light to make the afternoon seem romantic rather than excessive. He found a seat in the back row, close enough to witness, but far enough to slip away if things went wrong. Around me, guests chatted in the easy way of people who all knew each other, who all belonged to the same social circle, country club, vacation destination. He recognized no one, not a single face. 5 years ago, he would have known these people. Spencer S. colleague are neighbor, the parent from Lily's school. But clearly, an entirely new social ecosystem had formed in my absence. These were people from Spencer S. post-Catherine life, James S. wealthy family, Lily's college friends who they never met her mother. The evidence of my complete erasure was everywhere he looked. A string quartet began playing something classical and emotional that he didn't recognize. Guest quieted, stood, turned towards the back entrance. The procession started with bridesmaids in sage green dress, then groomsmen in perfectly tailored suits, then flower girls scattering petals with varying degree of cooperation. Then Lily appeared. My breath caught painfully in my chest. She was breathtaking, not just pretty or lovely, genuinely stunning in a way that momentarily stopped time. The dress looked handcrafted by angels. All delicate lace and precise tailoring that probably cost more than 6 months of my salary. Her dark hair was swept up elegantly, her makeup perfect, her smile radiant as she held her father's arm. Spencer looked exactly like what he was, successful, distinguished, the proof father of the bride. He was impeccable, his posture confident, his expression, the right mix of joy and bittersweet emotion at giving away his daughter. They started down the hill together, and he felt the full weight of 5 missing years compressed into this single moment. He missed so much. College tour and boyfriend introduction, the engagement announcement, dress shopping and cake tasting, and all those mother-daughter moments he imagined having someday. They taken it all from me or he lost it. Depending on whose narrative you believed. Then Lily's eyes found mine. The shock on her face was extraordinary. Pure disbelief mixed with something that looked almost like seeing a ghost. Her stride faltered mid-step, disrupting the careful procession rhythm. Her mouth opened slightly, her grip on Spencer's arm tightening. She turned to Spencer, who whispered something urgent that he couldn't hear from my distance. Spencer's head turned slightly, following her gaze until his eyes landed on me. That's when he saw it happen. Spencer's hand began to shake. Not a subtle tremor, a visible, incontrôlable shaking that he tried desperately to hide by gripping Lily's arm tighter. His face went pale beneath his tan, his composed expression cracking like fine porcelain under pressure. Several guests in the front row noticed, exchanging concerned glance and whispered question. Spencer tried to steady himself, taking a breath and resuming the walk down the aisle, but the shaking continued. He hadn't expected me to actually come. He invited me, thinking he'd refuse, giving him the moral high ground of, we invited her, but she chose not to attend. Or maybe Lily had insisted, and he called, assuming 5 years of silence meant he disappeared completely from her life. But here he was, present. Composed, cool, and watching his carefully constructed world tilt slightly off its axis. They reached the altar where James waited, handsome in that generic way of young men from good family, with kind eyes and an expansive haircut. He looked at Lily like she was precious, which counted for something. Spencer released her arm, and still trembling I stepped back to his seat in the front row. The officer began speaking about love and commitment and partnership. Words that should have been beautiful but felt hollow in my mouth after what he'd experienced. He watched the ceremony unfold. The vow, the ring exchange, the reading from Corinthians about love being patient and kind and felt oddly detached from it all. He wasn't watching Lily and James. He was watching Spencer. He kept glancing back toward my seat, his composure slipping furtive with each look. His face was a mask of something he was slowly beginning to identify. Fear. Spencer was afraid.
Note of me specifically. I possède no physical threat, no legal danger, nothing concrete. Et was afraid of what he represented. The woman est systematically erased, who should have stayed erased. The wife est driven away, who should have stayed broken and invisible. But here he was, sitting in the back row of his daughter's wedding, wearing an nice dress and calm expression, having rebuilt myself into Someone and no longer recognized or controlled. My mere presence was a threat to the narrative and they spent 5 years building. And in that moment, watching Spencer's facade crack under the weight of confronting what he destroyed, he understood something profound. He spent 5 years thinking that living made me weak. Thinking that he failed a wife and mother by choosing to walk away rather than endure. But he'd been wrong. The real power wasn't in staying and enduring systematic cruelty, trying to fix something that was deliberately broken. The real power was in walking away, in becoming so completely whole without them that your very presence became testimony to their failure. Spencer had tried to erase me and he'd let him think he'd succeeded. Then he'd rebuilt himself so thoroughly that when he finally saw me again, he didn't recognize the woman standing before him. There was power. Qui est, indéniable power. The ceremony concluded with the traditional kiss and the officiant announcement. I present to you Monsieur and Mrs. James Morrison. Guest applauded. The string quartet launched into something joyful. Lily and James walked back down the aisle together, newlywed glowing with happiness and youth and the confidence of people who'd never been systematically destroyed. A day passed my row, Lily's eyes found mine again. This time, the expression was different. Confusion mixed with something that might have been shame, or maybe anger, or maybe just the complicated emotion of seeing your mother for the first time in 5 years at your wedding. He nodded once, a simple gesture that encompassed everything he couldn't say hello. I see you. He came. He was here for your wedding. I'm still your mother, even if you've forgotten that. Then they were past me, surrounded by guests offering congratulations and taking photo. A people began moving towards the reception hall, following thing to cocktail and dinner, he stood and quietly walked in the opposite direction, towards the exit. He'd come for the ceremony. That was the commitment he'd made to himself. He had no interest in the reception, in making small talk with strangers who believed whatever story Spencer had told about the unstable mother who'd abandoned her family. He had no interest in pretending he belonged to this world of country club and expensive wedding and people who'd watched me be erased without question. He'd done what he came to do. He'd been present, visible, indéniable. That was enough. He pushed through the heavy doors into spring afternoon sunshine. The warmth hitting my face like a benediction. I walked across the parking lot toward my car, he felt something unexpected. Lightness. The weight he'd been carrying for 5 years. The shame, the question, the wondering if he'd somehow failed began lifting like fog burned away by sun. He hadn't failed. He'd survived something designed to destroy me. He'd chosen myself when no one else would. And there was no shame in that. He was unlocking my car when he heard footsteps running across pavement. Catherine, ouais. Spencer's voice breathless and urgent. He turned slowly, deliberately, finding him stopped about 10 feet away. His wedding guest composure was completely shattered, face pale, tie slightly asked you, and still trembling at his side. You came, he said if stating the obvious would somehow make sense of it. You invited me, he replied calmly. We stood there in the parking lot, 2 people who'd once promised forever. Now strangers with 20 years of complicated history stretched between us like a minefield. He didn't think you actually would, Spencer admitted, his voice cracking slightly. After everything you did to me, you mean? He kept my tone neutral, not angry, just factual. He flinched if he'd physically struck him. After you systematically erased me from my own life, he continued each word measured and clear. After you poisoned my relationship with my daughter, after you stole money and destroyed my reputation with carefully constructed lies to her school, to my employee, to anyone who would listen, which everything are we discussing, Spencer? His face went even pale. Catherine, it wasn't supposed to.
Since just got out of hand. I almost looked. No, since didn't get out of hand. You planned everything. The ignoring campaign, the financial transfer, the email painting me unstable. That wasn't a spontaneous cruelty or a marriage falling apart. That was calculated destruction. Spencer's expression shifted. Shock that he knew. Then something that looked almost like shame quickly buried beneath defensiveness. Catherine Premier held up one hand, stopping him. I don't need your explanation. I don't need your apology. I came today because Lily is still my doctor and I refused to be erased from her important moment. But I don't belong to your world anymore. I pulled my car keys from my purse, feeling steadier than I'd felt in years. And honestly, I may say directly. I'm grateful. You showed me exactly what I was worth to you. And it made me realize I was worth so much more to myself. I unlocked my car door, leaving Spencer standing there with whatever word they planned to say dying on his lips. I drove away, he didn't look back. He drove away from Riverside Country Club with steady and clear vision, leaving Spencer standing alone in that parking lot with whatever word they left unsaid. He didn't look back, not once. The 40-minute drive home took me through the same flowering trees they passed that morning, but everything looked different now, lighter. Somehow. The late afternoon sun painted the highway gold, and I drove with my windows down, letting spring air wash through the car. I wasn't processing what had happened with pain or regret. It was more like anthropological curiosity, examining artifacts from a life used to live, trying to understand how I'd ever believed that version of reality was acceptable. I'd loved Spencer once, built a life with him, believed our partnership mattered, that we were a team facing the world together. Now I was essentially a stranger whose systematic cruelty had accidentally set me free. If I'd been merely neglectful, ordinarily unhappy, he might have stayed forever trying to fix something that was designed to stay broken. But his calculated erasure had been so extreme that living became my only survival option. So in a twisted way, I owed him gratitude. He thought about Lily I drove. My doctor, who was now someone else's wife, living a life he knew nothing about. Part of me hoped she'd eventually understand what really happened 5 years ago, that she'd ask questions Spencer couldn't answer comfortably, that she'd want the truth. But he realized the need for immediate reconciliation. He'd learned something crucial over 5 years of silence. You can't force people to see what they're not ready to see. You can only live your truth so completely that when they're finally ready, the door remains open. If that they came, he'd be here. If it didn't, he'd survive that, too. At Riverside Meadows, the sunset colored my apartment red and gold. I parked my sedan in my usual spot, climbed the stair I walked every day, and unlocked the door to my small, perfect space. The first thing I did was change into soft cloth, yoga pants, and an all-university sweatshirt. The kind of comfort uniform that would have been unthinkable in my whole life, where I always had to be presentable in case Spencer or Lily needed something. I ordered Thai food from my favorite local restaurant, the one where they knew my usual order and always included extra spring rolls. Then I settled onto my second en couche, pulled up the ocean documentary I'd been saving, and let David Attenborough's soothing narration wash over me. My phone buzzed halfway through a segment about Blue Whale. Unknown number. I almost ignored it, but curiosity won. The message was short. Why did you come today? No greeting, no signature, but I knew immediately it was Lily. I stared at those 4 words, reading the accusation underneath. Note, thank you for coming. Note, I'm sorry we haven't talked. Note, can we talk? Just, why did you come today, if my presence had been an intrusion, a disruption of the carefully constructed narrative where he simply didn't exist anymore. She was angry that he'd shown up, angry that he'd reminded everyone. Her new husband, his family, all those wedding guests, that she had a mother who'd been excluded from her life. He typed several responses and deleted them all. He came because he wanted to see you to be part of your day, even from a distance. Too needy. He came because your father invited me and he wasn't going to let him control whether he showed up to my own daughter's wedding.
too confrontational. I came because despite everything, you're still my doctor and I still love you. True, but incomplete. Finally, I settled on simplicity because you're still my doctor. Even if you've forgotten, I'm still your mother. When you're ready to talk honestly without your father coaxing you, I'll be here. I hesitated, then added, I love you, Lily. Always have. Nothing you've done or not done changed that. I saw the message before I could second guess myself, then turned off my phone completely. Whatever Lily did with that information was her choice. Now I said what needed saying. The rest was up to her. I ate my Thai food slowly, savoring the familiar flavor while blue wall glided across my TV screen inter ancien migration. And somewhere in that key evening, watching creature who they survived millions of years of change and challenge, I had an unexpected realization. I gotten my revenge. Not the revenge I fantasized about during those early months at my parents' house when I imagined dramatic confrontation where Spencer apologized and Lily recognized the truth and everyone acknowledged how badly I'd been treated. Actual revenge turned out to be so much subtle, so much more powerful. It was in Spencer's shaking hand when I saw the woman I tried to erase, now composed and whole. It was in my ability to walk away from that reception without needing anything from them. No explanation, no closure, no validation. It was in building a life so complete that their approval or understanding became optional rather than essential. The best revenge wasn't a destruction, wasn't a confrontation, wasn't a making them hurt the way they hurt me. The best revenge was becoming so entirely whole without them that their regret became background noise I didn't need to hear. 5 years ago, I thought I lost everything when I left. My marriage, my doctor, my home, my identity a wife and mother. But I hadn't lost anything. I'd shed it like a snake shedding skin that no longer fit, that was restricting growth, that was slowly suffocating the creature underneath. And what I'd gained was infinitely more valuable. Myself, not the diminished version Spencer and Lily had created, the woman who made herself small and key and convenient. Not the generic store brand Catherine who fulfilled a role without having substance. The real Catherine, the one who they looked at spilled coffee at a conference, who they made ridiculous marketing slogan, who they believed she deserved to exist fully, loudly, completely. She'd been there all along, just buried under 20 years of systematic diminishment. I finished my dinner, cleaned up the container, and prepared for bed with the calm routine that had become my encore over 5 years. Tomorrow was Monday. Team meeting at the library in the morning. We were discussing the summer reading program expansion book club. Wednesday evening, we were reading a mystery set in Iceland that Joyce had recommended. Yoga class Thursday after work with Elena. Weekend hiking plan with the Phoenix Club. Exploring a new trail system 2 hours north. My life wasn't a dramatic. It wasn't a luxurious. It wouldn't make for impressive social media post, but it was mean. Genuinely, authentically mean. I'd learned to sleep alone without loneliness, spreading out in my bed without wondering when Spencer would come to bed or whether he'd acknowledge my existence. I'd Emily shows without negotiating preference or dietary restriction. I made decisions about my schedule, my finance, my friendship that affected only me. I discovered interest I'd forgotten during my marriage. Marine biology fascinated me now. I taken an online course about ocean ecosystem. Pottery remained a hobby. Despite my complete lack of talent for it. I preferred independent film to blockbuster. Saturday morning at the farmer's market felt like weekly celebration. I had friends who valued my opinion. Colleagues who respected my expertise. Neighbor who smiled when I passed and asked how I was doing because they genuinely wanted to know. Most importantly, I had myself back. Not the wife Spencer had molded. Not the mother Lily had taken for granted, just Catherine. Full, complicated, interesting, flawed, real. I turned off my bedroom light, I felt something unexpected. Peace. Not the peace of resolution where everything gently wrapped up and forgiven. Not the peace of reconciliation where broken relationship get mended. The peace of knowing I'd survived something designed to destroy me.
The peace of walking away from people who treated me like background noise and building a life where my voice mattered. The peace of being systematically harassed and choosing to redraw myself stronger and clearer than before. Spencer S. had shaken today when he saw me. That was his burden to carry. The weight of recognizing what he'd destroyed, what he'd lost, what he'd thrown away in his calculated campaign to erase me. But that wasn't my burden anymore. He'd walked away 5 years ago from a house where he was a ghost. Tonight he walked toward tomorrow, toward my job and my friends and my small apartment and my key, genuine life. And that was power enough. The best revenge wasn't destruction. It was freedom. And he was finally completely free. If this story of key strength and walking away had you captivated, hit that like button right now. My favorite part was when Catherine sat calmly in the back row while Spencer S. began to shake, realizing she'd survived everything he tried to destroy. What was your favorite moment? Déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Don't miss more powerful stories like this. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. De dissolution du mariage. Je lus l'entête en caractères officiels. Le papier tremblait dans mes mains. Ou peut-être mes mains tremblaient-elles. Je n'en savais plus rien. Mes yeux parcoururent la page, saisissant des phrases qui réorganisaient toute ma réalité. Des différends irréconciliables. Une répartition équitable des biens. Des arrangements pour la garde des enfants. Des arrangements pour la garde des enfants. Pour Lily, qui avait 17 ans et n'avait pas besoin de arrangements pour la garde des enfants, à moins que Spencer ne s'assure que j'avais un accès minimal, même pour les visites du week-end. Pour m'assurer que la gomme serait légalement permanente. J'ai tourné la page. Partage des biens. Notre maison, celle que nous avions achetée ensemble, décorée ensemble, là où j'avais planté chaque fleur du jardin, était inscrite comme bien matrimonial, devant être conservée par le requérant Spencer. La maison reviendrait à Spencer. Nos comptes bancaires communs, ceux que je gérais depuis 20 ans, seraient partagés. Nos économies seraient partagées en 2. Mon compte retraite de la bibliothèque, classé et calculé. Tout ce que nous avions construit ensemble, soigneusement détaillé et divisé comme si nous étions une société en voie de dissolution. Ni un mariage, ni une famille, ni 2 décennies de vie commune. J'ai ouvert la dernière page, la ligne de signature. Spencer avait déjà signé son nom de cette écriture précise et efficace que j'avais autrefois trouvée attrayante. Datée d'il y a 3 jours, jeudi, le jour même où j'avais suggéré un déjeuner au restaurant de sushi. Le jour même où il était passé devant moi comme si j'étais en l'air. Il avait déjà décidé, déjà signé les papiers, déjà mis fin à notre mariage. Le mois dernier, il n'avait pas été là. Je traversais une période difficile où je gérais le stress. Ils attendaient que je craque, que je parte, rendant les choses si insupportables que je ferais exactement ce que Spencer voulait sans qu'il soit le méchant. Un post-it était collé à la ligne de signature. 3 mots de la main de Spencer, signés ici. Non pas, je suis désolé que ça n'ait pas marché. Non pas, on doit parler. Même pas, je veux divorcer. Juste des instructions, comme si j'étais une employée licenciée, à qui on remettait des papiers et où signer. Je me trouvais dans ma cuisine, la cuisine que j'avais nettoyée le matin même, dans la maison que j'avais entretenue aux côtés de la famille à laquelle j'avais consacré 20 ans, et j'ai senti quelque chose de fondamental se transformer en moi. Pas de rupture, mais de durcissement. Je n'allais pas signer ces papiers. Pas ce soir. Pas comme ça. J'ai plié le document soigneusement et l'ai glissé dans la serviette de Spencer, exactement là où je l'avais trouvé. Puis je suis monté dans notre chambre, j'ai sorti mon vieux sac de voyage universitaire du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. 3 chemises confortables, 2 jeans, assez. Des sous-vêtements et des chaussettes pour une semaine, ma brosse à dents, mon ordinateur portable, la photo encadrée de Lily bébé que je gardais sur ma table de nuit, non pas pour l'emporter longtemps, mais parce que j'avais besoin de me souvenir d'elle avant qu'elle n'apprenne à me voir à travers. J'ai laissé un mot sur mon oreiller. Court, simple, sans rien leur donner. Parti réfléchir. Ne vous inquiétez pas pour moi. D'accord. Puis j'ai descendu l'escalier en passant devant le salon où Spencer et Lily regardaient encore la télévision. Aucun d'eux n'a levé les yeux à mon passage. J'ai ouvert la porte d'entrée, je suis entré dans l'air frais de la nuit et je l'ai refermée doucement derrière moi.
Ils ne l'ont pas remarqué. Ils ne le remarqueraient pas avant des heures. Peut-être pas avant le matin. Peut-être pas avant d'avoir besoin de quelque chose de moi. À ce moment-là, je serais parti. Non pas parce qu'ils avaient gagné, mais parce que j'avais enfin compris. On ne peut pas forcer les gens à nous voir. On peut seulement choisir de ne plus être invisible. J'ai conduit jusqu'à la gare et acheté un billet pour le Nord, jusqu'à ma ville natale, chez mes parents où j'avais grandi. Le train suivant partait à 3h30 du matin. J'avais 4 heures d'attente. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé Spencer. Je n'ai pas envoyé de SMS à Lily. Assis sur un banc métallique dans la station éclairée au néon, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis 30 jours. Le train est arrivé à Millbrook à 6h47. Un faible lever de soleil perçait à travers les nuages gris. J'avais passé les 4 heures de trajet à regarder l'obscurité par la fenêtre, à observer mon reflet dans la vitre. Une femme fantôme aux yeux creux, un sac de sport fuyant une vie qui avait déjà fini de la fuir. La maison de mon père se trouvait à 3 pâtés de maison de la gare, la même maison coloniale à 2 étages où j'avais grandi, où les murs de ma chambre étaient probablement encore troués par les punaises des posters d'adolescents. Je marchais lentement, mon sac me paraissant plus lourd à chaque pas. Non pas à cause de son contenu, mais à cause de ce qu'il représentait. 43 ans et retournant à la maison comme un décrocheur universitaire. La lumière du porche était allumée. L'habitude de papa ne s'éteignait qu'au lever du jour. Je suis resté à la porte une bonne minute avant de sonner. Sonnerie, répétant des explications toutes aussi pathétiques les unes que les autres. Mon père répondit dans son vieux peignoir en éponge, le bleu que maman menaçait de jeter depuis 10 ans. Ses cheveux se dressaient en des angles défiant les lois de la physique, et il me fixait à travers des lunettes qu'il venait visiblement de lui enfoncer. Catherine. Sa voix était rauque, rongée par le sommeil et la confusion. Nom de Dieu, que fais-tu ici à cette heure-ci? Je brandis mon sac de sport. C'était toute la réponse que je pouvais donner sans que ma voix ne se brise. Entrez, entrez. Il s'écarta et me conduisit dans le salon qui n'avait pas changé depuis 1995. Le même canapé à fleurs que maman avait refait 2 fois. Les mêmes photos de famille sur la cheminée. Le même espace sûr et immuable où le pire qui puisse arriver était une lampe cassée ou un mauvais bulletin scolaire. Harold. La voix de maman descendit de l'étage, alerte malgré leur matinale. Les directeurs d'école à la retraite n'ont jamais vraiment perdu la capacité de se réveiller au premier signe. Quelque chose ne va pas. Qui est à la porte à cette heure indécente? C'est Catherine et Lélanor. Il rend visite à pause. Une longue pause. J'entendais presque le cerveau de maman en analyser les implications. Catherine, arrivée sans prévenir à l'aube avec des bagages. J'arrive tout de suite. Papa m'a guidé jusqu'au canapé, a pris mon sac et l'a posé près de l'escalier. Je vais faire du café, a-t-il dit, ce qui était sa réponse habituelle à toute crise. Crise cardiaque. Bouffie. Accident de voiture. Bouffie. Ma fille qui arrive, fuyant son mariage. Bouffie. Je me suis assise sur ce canapé fleuri et j'ai senti quelque chose en moi enfin se déverrouiller. Mes mains tremblaient, non pas de froid ou de peur, mais du simple fait que quelqu'un m'ait ouvert une porte. Quelqu'un avait prononcé mon nom et m'avait regardé droit dans les yeux en le prononçant. Ils font comme si je n'existais pas, ai-je dit quand papa est revenu de la cuisine, sans prendre la peine de préambule. Spencer et Lily depuis un mois comme si j'étais un meuble, comme si j'avais la voix brisée, comme si j'étais la maison en train de se tasser. Le visage de papa a fait quelque chose que j'aurais rarement vu. Il a alterné entre confusion, puis compréhension, puis une fureur silencieuse et dangereuse. Le genre de colère qui n'explose pas, mais qui brûle constamment et intensément. Il était ingénieur civil depuis 40 ans, un homme qui résolvait des problèmes avec les mathématiques et la logique. Mais à cet instant, il avait l'air de vouloir résoudre Spencer à coups de poing. Combien de temps, demanda-t-il. 30 jours. J'ai compté. Il hocha lentement la tête, dit Gérant. Et tu es parti. J'ai trouvé les papiers du divorce. Il les avait déjà signés. Il me les a juste laissés pour que je les trouve avec un post-it m'indiquant où signer. Ce fils de... Il s'arrêta, jeta un coup d'œil vers l'escalier où les pas de maman approchaient. Ce n'est pas comme ça qu'on termine 20 ans. Apparemment, si. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue de sa robe de chambre matelassée,
ses cheveux gris noués dans la tresse qu'elle avait portée aussi longtemps que je me souvienne. Elle m'a regardé, puis papa, puis de nouveau moi, et j'ai vu ses talents d'évaluation de directrice à la retraite se manifester. Je vais préparer le petit déjeuner, dit-elle. Catherine, tu as l'air à moitié affamée. Harold, mets la table. C'était maman. La gestion de crise par la routine et la nourriture. 20 minutes plus tard, j'étais assise à leur table de cuisine, la même table où j'avais fait mes devoirs, dîné en famille et annoncé mon mariage avec Spencer il y a 20 ans. Maman a posé une assiette d'œufs brouillés, de toast, de fruits frais et de scones maison qu'elle avait dû préparer la veille. Elle a servi du café, s'est assise en face de moi et a prononcé son évaluation avec la même honnêteté inébranlable dont elle faisait preuve envers les élèves en difficulté depuis 40 ans. Tu disparais depuis des années, n'est-ce pas, pas seulement ce mois-ci? J'ai ouvert la bouche pour protester, pour me défendre, mais elle a levé une main. Tes cartes de Noël étaient pleines d'histoires, Catherine. Des petites anecdotes sur Lily. Des choses drôles que Spencer disait. Tes pensées sur les livres que tu avais lus. Ces dernières années, ce n'étaient que des messages d'épicerie génériques avec juste des signatures. Ta voix au téléphone était plate, mécanique. Tu as arrêté de parler de tes propres besoins ou centres d'intérêt. Tout. C'était toujours Spencer qui pensait ou Lily qui voulait. Chaque observation, telle une petite pierre, se transformait en quelque chose que je ne pouvais ignorer. Tu t'es transformé en papier peint, ma chérie. La voix de maman s'adoucit, mais ne perdit pas son mordant, et le papier peint finit par être recouvert de peinture. La vérité était plus cruelle que n'importe quelle accusation. Il avait raison. Je m'étais effacé lentement pendant des années, me faisant plus petite, plus silencieuse et plus commode, pensant que c'était ce que faisaient les bonnes épouses et les bonnes mères. Quand Spencer et Lily ont commencé à m'ignorer activement, j'avais déjà fait le gros du travail pour eux. Je ne veux pas que tu signes ces papiers de divorce, continua maman. Pas encore. Pas avant que tu ne saches ce que tu veux vraiment, pas ce que Spencer attend de toi. Et tu restes ici au moins 3 mois. Pas de décision précipitée sous le coup de la douleur. Maman, je ne peux pas rester ici 3 mois. J'ai un travail. Tu as un poste à temps partiel dans une bibliothèque qui comprendra que tu prennes un congé pour raisons personnelles. Que as-tu d'autre, Catherine? Vraiment? Je fixais mes œufs, incapable de répondre. Quoi? Est-ce que j'avais? Une maison où j'aurais la chance de garder la moitié d'une fille qui m'appelait, bruit blanc. Un mari qui aurait préféré que je n'existe pas. 3 mois, répéta maman fermement. Promets-le-moi. D'accord, murmurai-je. 3 mois. Papa tendit la main par-dessus la table et me serra la main. Pour la première fois depuis des mois, j'étais là où les gens me voyaient vraiment, même si la scène s'accompagnait de vérités dérangeantes. Le lendemain soir, j'aidai maman à ranger son abri de jardin lorsqu'une voiture s'est garée dans l'allée. Je n'ai reconnu la Honda argentée que lorsque mon petit frère Marcus en est sorti avec des sacs de plats chinois à emporter. Maman t'a appelé, dis-je sans prendre la peine de poser une question. Maman m'a appelé, confirma-t-il en s'approchant et en me serrant dans ses bras qui sentaient la poussière de craie et la peinture acrylique. J'ai fait 4 heures de route. De rien. Marcus avait 38 ans, enseignait les arts plastiques au lycée et avait lui-même divorcé 3 ans auparavant. Nous étions assis sur la véranda, avec des boîtes de riz frits et la crinière basse. La fraîcheur printanière du soir nous entourait. Tu veux en savoir plus sur mon mariage? Demanda Marcus en piquant sa nourriture avec ses baguettes. Pas vraiment. Dommage. Tu as besoin d'entendre ça. Il posa son récipient et me regarda droit dans les yeux. Mon ex-femme a passé 5 ans à me faire croire que mon métier d'enseignant n'était pas un vrai travail, comme si je jouais avec des crayons alors qu'elle avait une vraie carrière. Mes loisirs étaient puérils. Mes amis étaient immatures. Mes centres d'intérêt étaient une perte de temps. Je me rapetissais sans cesse, essayant d'être ce qu'elle voulait, et évitant les conflits. À la fin, il n'y avait plus rien à rapetisser. J'ai immédiatement reconnu le schéma. Tu sais ce que j'ai appris? Marcus continua, la personne qui te rend invisible te montre exactement à quel point elle t'apprécie. Crois-la. Ne perds pas de temps à essayer de prouver ta valeur à quelqu'un qui a déjà décidé que tu n'en avais aucune. Alors, je devrais tout simplement renoncer à mon mariage. Je dis que tu ne fuis peut-être pas ton mariage. Peut-être que tu cours vers toi-même. Il sortit un petit carnet, du genre qu'il utilisait pour dessiner,
et dessina une frise chronologique simple. Qui était Catherine avant de rencontrer Spencer? Que aimait-elle? Qu'est-ce qui la faisait rire? Quels étaient ses rêves? Je fixai la frise chronologique vierge, réalisant que je ne m'en souvenais plus. Cette version de Catherine s'était tellement dissipée que je ne me souvenais même plus de son plan. 3 mois, dit Marcus. Maman m'a donné ses conditions. Profite de ce temps pour la retrouver. La Catherine d'avant. Voici elle vaut la peine d'être vécue. Après le départ de Marcus, je montai dans ma chambre d'enfant. Maman l'avait transformée en chambre d'amis, mais ma vieille bibliothèque trônait toujours dans un coin, remplie de romans que j'avais adorés à 16, 17, 18 ans. Des livres que j'avais lus avant Spencer, avant Lily, avant de devenir quelqu'un dont l'existence était négociable. Mon téléphone était resté silencieux sur la table de nuit. Il était resté silencieux pendant 7 jours. Maintenant. Pas d'appel de Spencer me demandant où j'étais. Pas de SMS de Lily pour savoir si j'allais bien, rien. Une partie de moi s'attendait à de la colère, des messages furieux me demandant de rentrer et d'arrêter de dramatiser. Une autre partie espérait de l'inquiétude, des appels inquiets me demandant si j'étais en sécurité. Au lieu de cela, le silence. Ils se fichaient sincèrement de mon départ, ou pire, ils étaient soulagés. Je passais d'une épreuve à l'autre plus vite que je ne pouvais les nommer. La rage face à leur indifférence. Le chagrin de mon mariage raté. La honte de m'être laissé amoindrir à ce point. La peur d'un avenir incertain où je ne savais plus qui j'étais censé être. Cette nuit-là, je me suis réveillé à 3 heures du matin, le cœur battant, convaincu d'avoir commis une erreur catastrophique. Je devais rentrer. Je devais m'excuser. Je devais signer ces papiers et accepter les bribes de relations qu'il m'accorderait. Puis je me suis souvenu de Spencer passant devant moi comme si j'étais un meuble. Lily lui demandant s'il avait entendu un bruit blanc. Le réfrigérateur vide qu'ils avaient laissé là volontairement. Chaque souvenir s'est durci. Quelque chose dans ma poitrine, transformant le chagrin en résolution. À la fin de cette première semaine, quelque chose a basculé. Je me suis réveillé le samedi matin à 9h30, mon heure de sommeil la plus tardive depuis des années. Sans réveil, sans culpabilité, sans que personne n'ait besoin de moi, j'ai préparé du café à mon rythme. Je me suis assise dans le jardin de maman avec un roman que je voulais lire depuis des mois. Pendant 3 heures d'affilée, j'ai lu, simplement parce que j'en avais envie. C'était si peu, mais c'était comme se rappeler comment respirer. Ce simple geste, 3 heures de lecture ininterrompue, est devenu mon point d'ancrage. Chaque matin suivant, je me réveillais sans réveil, je préparais du café à mon rythme et je m'asseyais dans le jardin de maman avec le livre que j'avais choisi. Personne n'avait besoin de moi. Personne n'attendait que je fasse un travail invisible. Personne ne chronométrait le temps que je prenais pour moi. Cela aurait dû me paraître égoïste. Au lieu de cela, c'était comme se rappeler que j'étais humaine. 3 semaines après mon arrivée, papa m'a demandé si je pouvais mettre à jour mon CV sur son ordinateur. Juste au moment, si tu veux chercher quelque chose à temps plein, dit-il prudemment, sans insister, se contentant de proposer l'option. J'étais assis à son bureau, dans le bureau qui sentait encore le tabac de sa pipe, même s'il avait arrêté de fumer 10 ans auparavant. L'ordinateur était vétuste comparé aux normes modernes, mais il fonctionnait. J'ai ouvert un navigateur pour accéder à mes emails et consulter des documents de référence. C'est là que je l'ai vu. Mon ancien compte était encore connecté depuis une précédente visite, il y a quelques mois. La boîte de réception affichait des messages non lus, la plupart des spams, mais un objet m'a figé la souris. Je reviens sur notre discussion concernant les candidatures universitaires de Lily et les circonstances particulières que vous avez mentionnées. L'expéditeur était Jennifer Carlson, la conseillère d'orientation de Lily. Des circonstances particulières. Quelles circonstances particulières? Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Je le savais déjà lorsque mon curseur s'est déplacé vers l'email. Techniquement, il s'agissait d'espionnage, de lecture de correspondance qui ne m'était pas destinée. Mais l'expression « circonstances particulières concernant ma propre fille » a pris le pas sur tout instinct de confidentialité. J'ai cliqué. L'email était une réponse à une discussion plus longue. Je suis retourné au début, mon cœur battant à chaque message. 6 mois plus tôt, Spencer avait pris contact avec mademoiselle Carlson. Le premier courriel était anodin. Des questions sur le calendrier de candidature de Lily à l'université, les possibilités de bourse,
Les préoccupations habituelles des parents. Mais le second courriel a tout bouleversé. Je voulais aborder des situations familiales susceptibles d'avoir une incidence sur les candidatures de Lily. Spencer avait écrit, « Ma femme a dû faire face à des difficultés personnelles, des problèmes de santé mentale qui la rendent de moins en moins fiable. J'essaie d'assurer la stabilité de Lily pendant sa dernière année, mais l'état de Catherine affecte le foyer. Les problèmes de santé mentale rendent la confiance de moins en moins fiable. L'état de Catherine. » Mes mains se sont mises à trembler. Le fil a continué. Spencer avait méthodiquement construit un récit au fil des mois, chaque courriel ajoutant une dimension supplémentaire. Catherine souffrait de dépression, avait du mal à maintenir une routine normale et s'éloignait émotionnellement des responsabilités familiales. Il se présentait comme le parent héroïque qui maintenait tout ensemble, gérant à la fois sa carrière exigeante et les besoins de Lily pendant que sa femme s'effondrait. Les réponses de mademoiselle Carlson étaient compatissantes et encourageantes. Elle a loué le dévouement de Spencer. Elle a suggéré des ressources pour les familles confrontées à la maladie mentale. Elle a assuré que les candidatures universitaires de Lily pourraient mentionner les circonstances familiales difficiles pour expliquer les éventuelles incohérences dans son dossier scolaire. Je n'arrêtais pas de parcourir chaque message, ce qui me rendait encore plus malade. Il n'y avait aucune situation familiale difficile. Il n'y avait pas de dépression nerveuse. Il y avait juste Spencer qui détruisait systématiquement ma réputation auprès des responsables de l'école, créant ainsi des traces écrites me dépeignaient comme instable, peu fiable, abandonnant mes devoirs parentaux. Et il avait commencé cela 6 mois plus tôt, 2 mois avant même que l'effacement ne commence. Ce n'était pas de la cruauté réactive. C'était prémédité. J'ai imprimé tous mes emails, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine charger du papier dans l'imprimante. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon départ, je me suis connecté à notre compte bancaire commun. Je gérais nos finances depuis 20 ans. Je connaissais chaque numéro de compte, chaque mot de passe, chaque prélèvement automatique. J'avais géré tout cela en travaillant à temps partiel à la bibliothèque. J'arrivais tant bien que mal à joindre les deux bouts, parvenant à faire en sorte que le salaire de Spencer et mes modestes revenus suffisent à payer les factures d'hypothèque, les dépenses de Lily, tout. L'écran de connexion est apparu. J'ai tapé le mot de passe, m'attendant à un échec. Spencer l'avait sûrement changé après mon départ, mais ça a fonctionné. Il n'avait même pas pris la peine de me bloquer l'accès. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais déjà parti. Le relevé du compte s'est chargé et j'ai eu un pincement au cœur. Le solde était de 3 847 $. Il y a 3 mois, il s'agissait de 31 000 $. J'ai consulté l'historique des transactions et vu nos économies s'évaporer au gré des virements. Petit montant au début, 1200 $ sur un compte que je ne connaissais pas, puis 500 $, puis 1000 $. Les virements se sont multipliés sur une période de 8 mois, toujours vers le même compte externe, la banque personnelle Whitmore. Spencer avait ouvert un compte séparé à son nom et y avait systématiquement transféré notre argent commun. J'ai rapidement calculé. En 8 mois, il a transféré près de 28 000 $. Le photographe de l'anniversaire de Lily, 2300 $, a payé avec les fonds communs une semaine avant un virement de 3000 $ sur son compte personnel. Les dîners coûteux auxquels je n'ai jamais été invité ont tous été payés avec notre argent commun, puis des montants équivalents ont été transférés sur son compte privé quelques jours plus tard. Il avait délibérément épuisé nos ressources communes tout en se constituant une réserve financière, s'assurant qu'à mon départ, je n'aurais presque plus rien. Le calendrier était accablant. Le transfert d'argent a commencé il y a 8 mois. Les emails le suivi de Lily auprès de son conseiller a commencé il y a 6 mois. La campagne d'ignorance systématique a débuté il y a 4 mois. Les papiers du divorce sont arrivés il y a 3 semaines. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas un mariage qui s'écroule. C'était une démolition planifiée. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. Le nom de Patricia est apparu à l'écran. Ma responsable de la bibliothèque universitaire, Catherine. Sa voix était prudente, mal à l'aise. J'ai quelque chose à te dire et j'espère vraiment que tu ne tireras pas sur le messager. Qu'est-ce qui ne va pas? Spencer a appelé la bibliothèque hier. Il a dit que tu rencontrais des difficultés personnelles et que tu avais besoin d'un congé prolongé pour raison de santé. Patricia a marqué une pause. Il a insinué, sans le dire directement, que tu étais en pleine dépression. Il a même suggéré que nous pourrions envisager ton poste instable pour une planification à long terme.
La pièce s'est légèrement inclinée. Il a dit quoi? J'ai trouvé ça étrange. Tu travailles ici depuis 12 ans, Catherine. Tu n'as jamais manqué une échéance, jamais été malade sans raison valable, jamais donné le moindre signe d'instabilité. Alors, j'appelle pour vérifier. Tu vas bien? Y a-t-il quelque chose que je devrais faire? Tu sais? Je vais bien, Patricia. Je vais plus que bien. Ma voix était plus posée que je ne le pensais. Spencer et moi sommes séparés. Je reste chez mes parents le temps de faire le point, mais je ne suis pas en pleine dépression et j'ai bien l'intention de retourner travailler quand je serai prête. C'est bien ce que je pensais. Le ton de Patricia a changé, devenant plus direct. Catherine, j'ai déjà vu ça. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire. Son ex-mari a essayé de la détruire professionnellement avant leur divorce, en construisant un dossier sur son manque de fiabilité pour pouvoir réclamer la garde exclusive et une pension alimentaire réduite. Je voulais que tu saches ce que Spencer fait, parce que j'ai l'impression que quelqu'un construit un dossier pour quelque chose. Après avoir raccroché, je suis resté assise à fixer l'écran d'ordinateur, les emails imprimés, les relevés bancaires éparpillés sur le bureau de papa. Les pièces du puzzle s'assemblaient pour former une image que je ne voulais pas voir, mais que je ne pouvais ignorer. Spencer préparait mon départ depuis au moins 8 mois, peut-être plus. Il transférait de l'argent, construisant un récit de mon instabilité. Il avait empoisonné ma relation avec Lily, contacté mon employeur pour nuire à ma réputation professionnelle. Puis il avait créé des conditions si intolérables à la maison que je partirais, lui offrant la dernière pièce dont il avait besoin, la preuve d'un abandon. Si l'affaire était portée devant les tribunaux, à quoi cela ressemblerait-il? Une mère qui avait quitté sa famille sans prévenir. Une mère sans argent, trop instable pour remarquer que son mari vidait leur compte. Une mère dont le conseiller scolaire de sa fille avait documenté ses problèmes de santé mentale et son manque de fiabilité. Une mère dont l'employeur avait été prévenu qu'elle pourrait être trop instable pour continuer à travailler. Spencer gagnerait tout. La maison, la garde exclusive de Lily malgré ses presque 18 ans, une pension alimentaire minimale car j'étais employable mais j'avais abandonné ma famille. Et je me retrouverais sans rien. Aucune crédibilité, aucun argent, aucune relation avec ma fille, aucune réputation professionnelle. J'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir. Marcus était venu pour sa visite quotidienne. Un autre sac de plats à emporter à la main. Il m'a trouvé dans le bureau, entouré des preuves de la destruction systématique de ma vie par mon mari. Kat, ça va? Il s'est assis. Il s'est approché et a vu mon visage. Que s'est-il passé? Je lui ai tout montré, les emails, les virements bancaires, l'appel de Trish. J'ai vu l'expression de mon frère passer de l'inquiétude à la colère, puis à un calcul froid. Marcus avait toujours été l'artiste, le rêveur, celui qui enseignait aux adolescents la théorie des couleurs et la perspective. Mais à cet instant précis, son cerveau fonctionnait comme un ingénieur, organisant l'information en schéma. Il a sorti un carnet et a commencé à créer une frise chronologique, notant les dates et les événements de sa propre écriture de professeur. Il y a 8 mois, les transferts d'argent ont commencé, a-t-il écrit. Il y a 6 mois, les emails aux conseillers d'orientation ont commencé. Il y a 4 mois, la campagne d'ignorance systématique a commencé. Il y a 3 semaines, les papiers du divorce sont apparus. Il a tracé des liens entre les événements, puis a levé les yeux vers moi. Ce n'est pas de la cruauté spontanée, mon pote. C'est une destruction calculée. Il planifie ça depuis des mois, peut-être plus longtemps. Marcus a tapoté la frise chronologique avec son stylo. Il créait des conditions si intolérables que tu partirais. Ensuite, il aurait des preuves d'abandon, plus un récit de ton instabilité. En garde à vue ou en cas de litige. Financier, il gagnerait facilement. J'avais trouvé Spencer cruel. J'avais pensé qu'il avait perdu l'amour et qu'il avait mal géré la situation. J'avais pensé que cette campagne d'ignorance était due à son égoïsme ou à son manque de maturité émotionnelle. Mais là, c'était tout autre chose. C'était un homme qui démantelait la vie de sa femme avec une efficacité digne d'une entreprise, s'assurant qu'elle partirait sans rien, sans crédibilité, sans argent, sans relation avec sa fille, sans réputation, construisant un dossier brique par brique pour justifier de tout prendre tout en faisant croire que je les avais abandonnés. Que faire? Ai-je demandé à Marcus d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de mon jeune frère, artiste et doux.
C'était le regard de quelqu'un qui avait traversé sa propre démolition et qui avait survécu. On ne signe pas ses papiers. On documente tout. On monte son propre dossier. Et on engage un avocat spécialisé dans ce genre de cas parce que Spencer vient de commettre une erreur cruciale. Quelle erreur? Il pensait que tu ne la découvrirais jamais. Il pensait que tu resterais brisé. Marcus sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. Il a oublié que les femmes invisibles voient tout. Les mots de Marcus restaient dans l'air entre nous. Il a oublié que les femmes invisibles voient tout. J'ai regardé les preuves éparpillées sur le bureau de papa. Emails imprimés, relevés bancaires, avertissement de Patricia griffonné sur du papier à lettres. 8 mois de destruction systématique, documentée et indéniable. Je ne signe pas ces papiers, dis-je, la décision se cristallisant au fur et à mesure que je la prononçais à voix haute. Marcus hocha la tête, sans surprise. Bien. Quoi d'autre? Je ne réponds pas du tout à Spencer. Aucune explication, aucune confrontation, rien. Le plan se formait au fur et à mesure que je l'articulais. Chaque pièce s'enclenche avec une clarté surprenante. Il pense que je suis brisé. Il pense que je me suis enfui pour m'effondrer quelque part. Laissez-le continuer à penser cela. Tu vas dans la clandestinité, dit Marcus, comprenant immédiatement. Guérison pendant qu'il se met à l'aise. Exactement. J'ai commencé à rassembler les documents dans un dossier. Les gens à l'aise font des erreurs. J'ai besoin qu'ils croient qu'il en est déjà un. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une coopérative de crédit locale, sans lien avec notre ancienne banque. J'ai transféré le modeste solde de mon compte personnel. L'argent de mes chèques de bibliothèque auxquels Spencer n'avait pas réussi à accéder. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Papa est apparu sur le seuil du bureau, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Vous documentez tout. Tout? J'ai confirmé? Il s'assit au bureau, tirant les relevés bancaires vers lui avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait passé 40 ans à faire raconter des histoires aux chiffres. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Pendant l'heure suivante, mon père, comptable à la retraite, passionné de mots croisés, homme qui m'a appris à équilibrer un chéquier à l'âge de 12 ans, m'a expliqué exactement combien Spencer avait pris et comment protéger le peu qui restait. Il était intelligent à ce sujet, a admis papa à contre-cœur. Petit virement, timing irrégulier, rien qui puisse déclencher des alertes automatiques de fraude. Mais il a commis une erreur critique. Quoi? Il a laissé un modèle. Les tribunaux n'aiment pas les modèles. Ils suggèrent une intention. Papa a créé une feuille de calcul organisant chaque transfert par date et montant. Nous aurons besoin des copies de tout. Relevés, email, documentation de ses contacts avec l'école et votre employeur. Construisez une chronologie qui montre la préméditation. Maman nous a rejoints avec le thé dans le réseau de son ancien directeur. J'ai appelé Margaret Chin. Elle a pris sa retraite de Lincoln il y a 3 ans, mais elle y est restée 35 ans. Elle se souvient de vous lorsque vous étiez bénévole dans les classes élémentaires de Lily. Maman a posé le thé avec une détermination tranquille. Elle écrit une référence de personnage. Tout comme Beth Garrison et Tom Fletcher. Toutes les personnes qui vous ont connu comme parents, comme bénévoles, comme quelqu'un de fiable et présent. J'ai regardé mes parents, tous deux âgés de 70 ans, censés profiter de leur retraite. Tous deux utilisent désormais leur expertise professionnelle pour aider leur fille à survivre à un prédateur en costume d'affaires. Merci, murmurai-je. Ne nous remercie pas, dit fermement maman. Tu es notre fille. Nous protégeons les nôtres. 6 semaines après mon arrivée avec rien d'autre qu'un sac de sport et une dignité brisée, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Je n'ai presque pas répondu. Spencer avait appelé de temps en temps à partir de numéros bloqués, laissant des messages vocaux que j'avais supprimés sans les écouter, mais quelque chose m'a fait décrocher. Catherine Whitmore. La voix était chaleureuse et professionnelle. Je parle. Ici le docteur Rebecca Walsh. Je suis la directrice du système de bibliothèque Riverside. Patricia Brennan m'a donné vos coordonnées. En avez-vous quelques-unes? Minute to talk? He moved to the back porch away from where mom was making dinner. Of course. Patricia spoke highly of your work. 12 years at the University Library. Your cataloging system overall your outreach program. I'm impressed. Papers rustled on her end.
We have an opening for a senior research librarian. Better title than your current position. Better salary. Full benefit. The job is yours if you want it. He gripped the phone tighter. Just like that. Note kit. Rebecca's voice déplacée, devenant plus personnelle. Patricia m'a parlé un peu de votre situation. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a 5 ans. Marie qui a tenté de détruire ma carrière lors de notre divorce. Cela m'a donné l'air instable et peu fiable. Je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un est saboté professionnellement. Je vois. Tu es trop doué dans ton travail pour le laisser t'enlever ça, Catherine. Il s'agit d'un nouveau départ dans une ville où son récit n'a pas atteint, où vous pouvez reconstruire sans combattre à chaque instant sa version des événements. Elle fit une pause. Le poste commence dans 3 semaines. C'est assez de temps pour déménager. 3 semaines. Assez de temps pour trouver un appartement, emballer le peu que je possédais, laisser derrière moi la ville où j'avais été Madame Spencer Whitmore pendant 20 ans. Oui, j'ai dit. C'est beaucoup de temps. Parfait. Je vous enverrai par email l'offre formelle. Bienvenue à Riverside, Catherine. Après avoir raccroché, je me suis assis sur les marches du porche et j'ai regardé le soleil se coucher sur le jardin de maman. Pour la première fois depuis que j'ai trouvé ces papiers de divorce, j'ai ressenti autre chose que de la douleur, de la colère ou de la peur. Je me sentais espoir. 2 mois après mon silence stratégique, Lily a finalement appelé. Pas le téléphone fixe de mes parents, ni le portable de papa. Mon téléphone personnel, le numéro qu'elle avait toujours eu. J'ai regardé son nom sur l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Maman. Sa voix était différente de celle dont je me souvenais. Harper. Plus de droit. Où es-tu? Je suis en sécurité, Lily. Je vais bien. Papa dit que tu fais une sorte de dépression dont tu viens de sortir sans. Je ne fais pas de panne. J'ai gardé ma voix calme. Je suis parti parce qu'on me traitait comme si je n'existais pas chez moi. Il y a une différence. Ce n'est pas maman. J'ai besoin que tu reviennes. Je dois soumettre des candidatures universitaires et j'ai besoin de votre signature sur les formulaires d'aide financière. C'est important. Non, tu me manques. Non, ça va? Non. Je suis désolé pour la façon dont nous vous avons traité. J'ai besoin de votre signature. Puis je l'ai entendu. La voix de Spencer en arrière-plan, étouffée mais distincte. Dis-lui qu'elle est égoïste. Dis-lui qu'elle ruine ton avenir. Ma fille n'appelait pas la sienne. Elle lisait un scénario. Quelque chose s'est durci dans ma poitrine, transformant les derniers endroits mous en quelque chose de plus durable. Lily, dis-je doucement. Je ne fais pas de panne. Je fais une percée. Lorsque vous serez prêt à avoir une conversation honnête sur les raisons pour lesquelles je suis parti, une conversation dans laquelle votre père ne vous coache pas, rappelez-moi. Maman, attends. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais ma détermination était solide. Marcus apparut sur le seuil. Il était resté dîner, il avait visiblement entendu. Il traversa la pièce et me serra l'épaule. C'était parfait, a-t-il déclaré. Ne les laissez pas vous ramener dans cette dynamique. Elle ne m'a même pas demandé si j'allais bien. Je sais. Sa voix était douce mais ferme parce qu'on lui avait dit que ce n'était pas le cas. Elle a été nourrie d'un récit pendant des mois, chat. Il lui faudra du temps pour se remettre en question. Si jamais elle le fait, Marcus accepta. Mais on ne peut pas se sacrifier sur l'autel du peut-être. Vous lui avez donné 20 ans. Maintenant tu te donnes une chance. 3 semaines plus tard, je me trouvais dans mon nouvel appartement à Riverside Meadows. Une chambre, cuisine fonctionnelle, salon avec fenêtre laissant entrer le soleil de l'après-midi. Les meubles étaient d'occasion mais propres. Les plats n'étaient pas assortis mais le mien. L'espace était petit mais entièrement le mien. Lors de ma première nuit là-bas, je me suis assis sur le canapé de ma friperie avec des plats à emporter chinois et j'ai réalisé quelque chose de profond. J'étais content. Pas encore content. Cela prendrait du temps. Mais je suis content d'une manière que je n'avais pas été depuis des années, voire des décennies. Personne ne savait où j'étais, à part mes parents et Marcus. Personne ne pouvait passer devant moi comme si j'étais un meuble. Personne ne pouvait parler de moi comme si j'étais un appareil défectueux.
J'ai trouvé un studio de yoga à 3 pâtés de maison, j'ai rejoint un cours du soir où l'instructeur avait les cheveux gris et des rides de rire et j'ai appelé tout le monde mon cher. J'ai découvert un club de lecture dans ma nouvelle bibliothèque qui se réunissait le jeudi soir. Je me suis lié d'amitié avec ma voisine Elena, une enseignante de collège qui se remet de son propre divorce, qui m'a invité à des promenades matinales dans le quartier. Ma routine est devenue mon point d'ancrage. Réveillez-vous sans alarme. Café à mon rythme. Travailler là où les gens appréciaient mon expertise. Des soirées qui m'appartenaient entièrement. Week-end pour marché de producteurs, sentiers de randonnée, films documentaires au cinéma indépendant du centre-ville. J'ai appris que je préférais le vin rouge au blanc. Que je préférais les romans policiers à la romance. Dormir tard le dimanche sans culpabilité était un luxe. Des découvertes simples qui auraient dû se produire il y a des décennies. 3 mois sont devenus 6. 6 est devenu 1 an. Les saisons ont changé et j'ai changé avec elles. Pas de façon spectaculaire, mais régulièrement, comme si une plante recevait enfin suffisamment de lumière. Je n'étais pas seulement en train de survivre à la démolition de Spencer. Je découvrais qui était Catherine avant qu'elle ne devienne Madame Whitmore, avant qu'elle apprenne à se faire petite, calme et pratique. Je retrouvais la femme qui s'était moquée du café renversé lors d'une conférence, qui avait inventé des slogans marketing ridicules pour des produits impossibles, qui avait cru qu'elle méritait de prendre de la place dans le monde. Elle avait toujours été là, enterrée sous 20 ans de déclin systématique. Maintenant, elle émergeait, et elle était plus forte que Spencer n'aurait jamais cru possible. Parce qu'il avait commis une erreur de calcul critique. Il avait pensé que m'effacer me ferait disparaître. Au lieu de cela, cela m'avait libéré. La liberté, j'ai appris, n'était pas un seul moment de libération. C'était 5 années de petits choix, chacun s'appuyant sur le précédent jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et reconnaissiez à peine la personne que vous aviez été. La première année a été consacrée à la survie, apprendre à dormir seul sans solitude, à préparer des repas pour soi sans ressentir l'absence de 2 chaises vides, à prendre des décisions qui ne concernaient que moi. Je me suis inscrit à des cours du soir à l'université Riverside, poursuivant la maîtrise en bibliothéconomie que j'avais abandonnée lorsque j'avais épousé Spencer. Il avait alors qualifié cela d'inutile. J'ai dit que mon baccalauréat était suffisant pour travailler en bibliothèque à temps partiel. Cela impliquait que poursuivre mes études était en quelque sorte égoïste lorsque nous avions une famille à nourrir. Il s'est avéré que ce n'était pas du tout inutile. J'ai étudié les systèmes d'archivage numérique, la théorie de la gestion de l'information, les technologies émergentes et la bibliothéconomie. Le travail était un défi qui n'avait rien à voir avec la survie émotionnelle mais tout à voir avec l'engagement intellectuel. J'avais oublié ce que ça faisait d'être confronté à des défis académiques, de lutter avec des concepts qui avaient des réponses claires si vous travailliez suffisamment dur pour les trouver. Ma thèse examinait les stratégies de préservation numérique pour les petites bibliothèques communautaires, pratiques et peu glamour, exactement le genre de travail qui comptait pour de vraies personnes. Lorsqu'il a été publié dans le Journal of Library Administration au cours de la 3e année, le Dr Walsh a apporté du champagne au bureau. « Tu es trop bon dans ce domaine pour rester dans la recherche », m'a-t-elle dit devant. Des gobelets en plastique de Proco bon marché. Je vous promeux au poste de directeur associé. Plus de salaire, plus de responsabilité, plus de visibilité. Tu es prêt pour ça? Je l'étais. Il s'avère que j'étais doué en leadership pour encadrer de jeunes bibliothécaires, repenser des systèmes inefficaces et plaider en faveur d'augmentation budgétaire. Mes collègues ont demandé mon avis. Ils m'invitaient à des dîners, me demandaient mon avis sur leurs projets, semblaient vraiment apprécier ma compagnie. C'était révolutionnaire d'être valorisé pour mon expertise plutôt que pour ma capacité à disparaître. Elena de Nextdoor m'a présenté son club de lecture au cours de la 2e année. C'est là que j'ai rencontré Joyce, une agente immobilière avec un rire comme du verre brisé et des opinions sur tout, et Michel, une infirmière aux urgences dont l'humour noir à son sujet les insuffisances de mon ex-mari m'ont fait renifler du vin par le nez. Nous avons commencé à nous réunir tous les mois, seuls nous 4, nous faisant appeler le Phoenix Club avec une légère ironie. Des femmes qui étaient ressuscitées des cendres de mariage ratés, marquaient mes plus fortes grâce à cela. Mon ex m'a dit que j'étais trop bruyant, a déclaré Joyce un soir. Son 3e verre de vin la rend philosophique. J'ai passé 15 ans à essayer d'être plus silencieux, plus petit, moins opiniâtre. Tu sais ce que j'ai appris? Quoi? A demandé Michel. Je ne suis pas trop bruyant. Il était trop fragile. Nous avons tous bu à ça.
Je sortais avec de temps en temps. Rien de grave, je me rappelle juste que j'étais toujours une femme, toujours intéressante pour les autres humains. Daniel, professeur d'histoire, m'emmenait dans des galeries d'art et parlait de la Révolution française comme si c'était un potin. Nous avons duré 3 mois avant de convenir d'un commun accord que nous étions meilleurs en tant qu'amis. Marcus, un bibliothécaire de la branche satellite, m'a fait rire, mais il voulait un engagement que je n'étais pas prêt à donner. Nous avons mis fin aux choses à l'amiable autour d'un café. Je ne cherchais pas une autre relation. J'apprenais d'abord à en avoir un avec moi-même. Pendant tout cela, j'ai gardé un silence absolu concernant Spencer et Lily. Pas d'appel, pas de mail, pas de traque nocturne sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'ils faisaient. Je les ai bloqués partout, créant un pare-feu numérique entre mon ancienne vie et la nouvelle. Ce n'était pas un évitement, c'était une stratégie. Mon avocat et Brennan m'avaient conseillé cette approche dès le début et étaient des hommes très pointus et réputés pour démolir les conseils adverses tout en faisant preuve d'une parfaite courtoisie professionnelle. Elle portait des chaussures confortables et des costumes absurdes et avait des yeux capables de calculer votre valeur financière en quelques secondes. Laissez-lui croire qu'il a gagné, m'a-t-elle dit lors de notre première consultation. Laissez-le se familiariser avec ce récit. Les gens à l'aise font des erreurs. Les gens à l'aise deviennent négligents. Alors, j'ai laissé croire à Spencer que j'avais simplement dissous, que son effacement systématique avait réussi. J'ai payé chaque mois la pension alimentaire pour enfants ordonnée par le tribunal, sans faute. $1400 que j'aurais légalement pu contester puisque Lily avait presque 18 ans quand je suis parti, mais je l'ai payé quand même, en créant ma propre trace écrite de fiabilité, en documentant ma stabilité et en gardant des copies de tout. Relevé bancaire montrant des revenus stables et des dépenses responsables. Dossier d'emploi montrant les promotions et la croissance professionnelle. Référence de personnages de collègues et de voisins. Construire un dossier dont nous n'aurons peut-être jamais besoin, mais qui serait prêt si nous l'avions fait. Mes parents fournissaient des mises à jour occasionnelles sur Lily. Elle avait choisi une université à 3 heures de chez elle. Assez loin pour l'indépendance. Assez proche pour les visites du week-end. Majeure en marketing. Active dans les organisations étudiantes. Sortir avec quelqu'un sérieusement dès sa 2e année. Chaque mise à jour me faisait l'effet d'un petit couteau entre les côtes, mais j'ai gardé le silence. Je ne pouvais pas forcer Lily à voir la vérité. Je pouvais seulement m'assurer que si elle était prête à entendre ma version, je serais toujours là. Son 18e anniversaire s'est passé sans contact. Je me suis permis une journée de chagrin, j'ai regardé de vieilles photos, j'ai pleuré sur l'épaule d'Elena, j'ai bu trop de vin et je me suis réveillé avec un mal de tête qui ressemblait à une punition. Puis je me suis levé et j'ai continué à avancer. Au cours de la 3e année, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai réalisé que j'aimais ma vie, que je ne la tolérais pas, que je ne la gérais pas, je l'ai activement aimée. J'ai voyagé pour assister à des conférences à Chicago, San Francisco, Boston, des villes que j'avais toujours voulu visiter, mais que je n'avais jamais eu le temps de faire lorsque j'étais occupé à entretenir un foyer qui ne voulait pas de moi. Je me suis promené seul dans les musées, j'ai mangé seul au restaurant et j'ai découvert que j'appréciais ma propre compagnie. J'ai suivi un cours de poterie au centre communautaire et j'ai été très mauvais. Chaque bol que je préparais avait l'air vaguement ivre, s'inclinant sur le côté. Mais j'ai adoré la qualité méditative du travail de l'argile, la façon dont on pouvait lisser les imperfections avec les doigts mouillés. J'ai expérimenté la cuisine, et essayé des recettes qui n'avaient qu'à me plaire. J'ai découvert que j'aime la cuisine thaïlandaise suffisamment épicée pour me faire pleurer, que je préférais les documentaires aux sitcoms, que dormir tard le dimanche sans culpabilité était un luxe dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai commencé à tenir un journal, traitant mon mariage avec de plus en plus de clarté. En relisant les entrées de la 1re à la 3e année, j'ai pu suivre ma propre évolution. D'une femme brisée remettant en question sa valeur à quelqu'un reconnaissant les abus systématiques de Spencer pour ce qu'ils étaient réellement. Une entrée de la 4e année a retenu mon attention. La cruauté de Spencer m'a sauvé la vie. S'il avait été simplement négligent, habituellement malheureux, progressivement distant, je serais resté éternellement à essayer d'arranger les choses. Mais son effacement calculé était si extrême, si délibéré que partir est devenu ma seule option de survie. Il m'a libéré en essayant de me détruire. C'est pas de l'ironie? J'ai réalisé quelque chose de profond cette année-là. Je n'ai pas raté mon mariage. J'ai raté l'idée de ce que je pensais que mon mariage était censé être. Le fantasme que j'avais construit dans ma tête et qui n'avait jamais réellement existé.
la réalité a été pendant 20 ans. Pendant laquelle je me suis lentement rétréci, me rendant plus petit, plus silencieux et plus pratique jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien à rétrécir. Spencer n'était pas soudainement devenu cruel. Il avait toujours été comme ça. J'étais juste trop investi dans le fantasme pour le voir clairement. L'année 5 est arrivée tranquillement. J'avais 48 ans, je ne possédais aucune propriété, j'avais de modestes économies, un travail que j'adorais, des amis qui voulaient vraiment passer du temps avec moi. Ma vie n'était pas impressionnante par rapport aux normes extérieures. Pas de maison chic, pas de titre impressionnant, pas digne d'Instagram fait saillant, mais c'était le mien. Tout à fait authentiquement le mien. Ce mardi soir de fin avril, je faisais chauffer une soupe aux tomates et je débattais entre le documentaire sur l'océan que j'avais sauvegardé et des concours de cuisine stupides lorsque mon téléphone a sonné. Un numéro connu, probablement du spam concernant les garanties automobiles prolongées ou les services de nettoyage des conduits. Mais quelque chose d'instinct, de curiosité, de destin m'a fait répondre. Bonjour Catherine. La voix de Spencer. Après 5 ans de silence, soudain dans ma cuisine à travers ce petit rectangle de verre et de circuit, tous les muscles de mon corps se sont raidis. Mon premier réflexe fut de raccrocher immédiatement, de bloquer le numéro, de maintenir la séparation prudente que j'avais bâtie. Mais la curiosité a pris le pas sur la protection personnelle. Je suis là. J'ai réussi à saisir le bord du comptoir avec ma main. Il avait l'air différent. Plus âgé, peut-être incertain d'une manière que je n'avais jamais associée à Spencer Whitmore, qui avait toujours su exactement ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Je ne savais pas si c'était toujours ton numéro. C'est vrai. Je n'ai pas développé. Je ne lui ai pas dit que je l'avais gardé spécifiquement, en espérant que Lily appellerait un jour. Je ne lui ai rien donné. Pause gênante. J'entendais des bruits de fond, des voix, de la musique, des mouvements. Il n'était pas seul. Comment vas-tu? La question était tellement absurde que j'en ai presque ri. 5 ans de destruction systématique, de silence, à me traiter comme si je n'avais jamais existé. Et maintenant, il voulait savoir comment j'allais. Très bien, dis-je catégoriquement. Pourquoi appelles-tu Spencer? Il inspira. Le genre de gentillesse que les gens prennent avant les annonces difficiles. Catherine Lily va se marier. Les mots ont frappé comme un impact physique. Ma petite fille, plus petite, 22 ans, qui se marie avec quelqu'un que je n'avais jamais rencontré lors d'un mariage auquel je ne serais jamais invité. Vivre une vie dont je ne connaissais rien. Marié, répétai-je, parce que mon cerveau avait besoin d'un moment pour traiter. Oui. À un merveilleux jeune homme nommé James Morrison. Ils se sont rencontrés à l'université et sont ensemble depuis 2 ans. Le mariage a lieu le mois prochain. Le mois prochain. Elle était fiancée depuis on ne sait combien de temps. Planifier ce mariage, choisir les fleurs, les lieux et les robes, et j'en ai entendu parler grâce à un appel téléphonique 5 semaines avant la cérémonie. Voilà, j'espère qu'elle est heureuse. Elle l'est. Catherine, sa voix changea, devenant plus hésitante. Tu devrais venir au mariage. J'ai failli laisser tomber le téléphone. L'audace était à couper le souffle. 5 ans de silence, à me traiter comme si je n'avais jamais existé, et du coup j'étais censé me présenter au mariage de ma fille comme si de rien n'était. Tu me veux au mariage? Oui, c'est ta fille. Tu devrais être là. Mais pendant que Spencer parlait, expliquant la date, le lieu, l'heure, j'ai détecté quelque chose dans sa voix que je n'avais pas prévu. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Il avait peur de quelque chose. Je ne pouvais pas identifier quoi, mais c'était là, transpercé dans ses mots, comme une fissure dans une porcelaine coûteuse. Tu lui manques, dit-il doucement. J'ai alors ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Drôle de façon de le montrer. 5 ans Spencer. Pas un seul appel, SMS ou email. Ni le jour de mon anniversaire, ni les jours fériés, rien. Mais maintenant, je lui manque. Les gens changent, Catherine. Le temps change les choses. Oui, j'ai accepté. C'est certainement le cas. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire exactement où il pouvait mettre son faire-part de mariage. J'aurais dû raccrocher et bloquer son numéro et continuer ma vie soigneusement construite sans lui. Au lieu de cela, je me suis entendu dire, je vais y réfléchir. Après qu'il ait raccroché, je suis resté dans ma cuisine avec de la soupe froide et un téléphone qui me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû,
essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fille allait se marier, d'une manière ou d'une autre, c'est impossible, j'ai simplement accepté d'envisager d'y assister. J'ai regardé mon téléphone longtemps après que Spencer ait raccroché, l'écran sombre et silencieux, ma soupe oubliée sur le comptoir. Ma fille allait se marier le mois prochain au Riverside Country Club avec un certain James Morrison, et j'avais dit que j'y penserais. L'absurdité de la chose m'a frappé d'un seul coup. 5 ans de silence, et du coup j'étais censé me présenter à un mariage comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas été systématiquement effacé de leur vie. Comme si Spencer n'avait pas passé des mois à monter un dossier selon lequel j'étais instable, peu fiable, abandonnant essentiellement mon famille. J'avais besoin de recul. J'avais besoin de gens qui me diraient la vérité, pas ce que je voulais entendre. J'ai envoyé un texto au chat de groupe du Phoenix Club. Réunion d'urgence, chez moi demain soir. Apportez du vin. Elena a répondu la première. Là-dessus. Tout va bien? Définir. D'accord. J'ai répondu. Le lendemain soir, mon petit salon se remplissait des femmes qui allaient devenir ma famille d'élection. Elena arriva avec 2 bouteilles de vin rouge et l'inquiétude était gravée sur son visage. Joyce a apporté du fromage raffiné et sa franchise caractéristique. Michel est arrivé directement après un quart de travail de 12 heures, toujours en blouse et portant du chocolat. Je leur ai tout dit, appelle Spencer, l'invitation au mariage. Les 5 ans de silence sont soudainement rompus pour cela. Pourquoi maintenant? A immédiatement demandé Elena, faisant appel à l'instinct de son professeur pour les motivations cachées. Pourquoi tendre la main après 5 ans sans rien? Qu'est-ce qui a changé? Peut-être que Lily a insisté. J'ai proposé chaque semaine. Spencer a-t-il dit que Joyce servait déjà du vin avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà eu cette conversation? Parce que d'après mon expérience, les gens ne se souviennent pas soudainement vous existez à moins que vous ne leur soyez utile. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi, Catherine? Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je ne sais pas. Ma présence, ma bénédiction, votre conformité, dit doucement Michel. La capacité de son infirmière à déceler les symptômes et à trouver les causes profondes lui est très utile. Ils veulent que vous vous présentiez, que vous jouiez gentiment, que vous vous intégriez au récit qu'ils ont créé sur votre absence. Faites comme si tout allait bien, comme si c'était eux qui vous permettaient de rentrer. Le vin était âpre sur ma langue. Ou peut-être était-ce simplement l'amertume de la reconnaissance. Mais voici la vraie question, continua Michel en se penchant en avant. Que veux-tu, Catherine? Pas ce qui est juste, juste ou attendu. Ce n'est pas ce qu'une bonne mère devrait souhaiter. Que veux-tu réellement? J'ai assis mon verre de vin, essayant d'articuler quelque chose que j'avais évité d'examiner de trop près. Je veux la voir, ai-je admis. Je veux savoir si jamais elle pense à moi, si elle se souvient que je lui préparais son déjeuner avec de petites notes, si jamais elle se demande ce qui s'est réellement passé il y a 5 ans. Et Joyce a répondu, et je veux que Spencer me voie. La vérité est apparue plus dure, plus nette. Je veux qu'il voie ce qu'il a jeté. Je veux qu'il affronte la femme qu'il a essayé d'effacer, qui s'est reconstruite en quelque chose qu'il ne reconnaît ni ne contrôle plus. Elena sourit lentement. Maintenant, nous arrivons quelque part. Ce n'est pas une vengeance, dis-je rapidement. Je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit. Ce n'est pas une vengeance, acquiesça Michel. C'est la fermeture. Et honnêtement, c'est la justice. Il a essayé de te détruire. Vous vous présentez entier et épanoui. C'est la meilleure réponse que vous puissiez lui donner. Nous avons discuté pendant 3 heures en travaillant sur des scénarios, des motivations, des risques. Au moment où ils sont partis, j'avais pris ma décision. J'allais au mariage. Le lendemain matin, j'ai rencontré Brennan et moi dans notre café habituel du centre-ville. Elle est arrivée précisément à l'heure, portant sa mallette en cuir et ses talons sensibles caractéristiques. Tu y vas, dit-elle avant que je puisse parler, lisant mon visage avec la précision qui faisait d'elle une avocate si efficace. J'y vais et commanda un café noir, s'assit en face de moi avec la posture de quelqu'un qui se prépare à négocier. Ensuite, nous le faisons de manière stratégique. C'est soit un piège, soit une opportunité, peut-être les deux. Elle sortit un bloc-notes juridique et commença à prendre des notes tout en parlant. Si vous y allez, allez-y, blindé. Traitez-le comme une déposition. Parlez seulement lorsque cela est nécessaire. Observez tout.
Ne leur donnez rien. Pas de colère, pas de larmes, pas d'explications qu'ils pourraient déformer plus tard. Vous êtes calme, digne, présent parce que vous choisissez de l'être. Je peux faire ça. Pensez également à amener quelqu'un, un rendez-vous, un ami. La preuve que vous avez évolué, que vous avez une vie dont ils ne font pas partie. Et le stylo tapota contre son bloc-notes. Les hommes comme Spencer ne supportent pas l'idée que l'on ait survécu sans eux. Montrez-lui que vous n'avez pas seulement survécu, vous avez prospéré. C'est plus dévastateur que n'importe quelle vengeance que vous pourriez planifier. J'y ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête. Non, c'est quelque chose que je dois faire seul. Amener quelqu'un donnerait l'impression que j'essaie trop de prouver quelque chose. C'est juste un point. Et j'ai pris une autre note. Il y a aussi un aspect juridique à considérer. Votre participation démontre votre intérêt continu pour la vie de Lily, votre stabilité, votre volonté d'être une personne plus grande. Si des problèmes de garde ou financiers refont surface, Lily a 22 ans, il n'y aura pas de problème de garde. Vous seriez surpris de ce qui peut survenir lors de modifications en cas de divorce. Mieux vaut avoir documenté que vous avez fait l'effort, que vous étiez prêt à y assister malgré des années d'exclusion. Et leva les yeux de ses notes. Je ne dis pas que c'est pour ça que tu devrais y aller, mais ça ne fait pas de mal. Je commençais à voir le mariage différemment, non pas comme un événement personnel susceptible de mettre un terme, mais comme un mouvement stratégique dans un jeu auquel je n'avais pas réalisé que nous jouions encore. 3 semaines. J'ai eu 3 semaines pour me préparer. Je l'ai traité comme une préparation au combat car, à bien des égards, c'était exactement ce que c'était. La robe a mis 2 jours à trouver. Élégant mais pas extravagant. Sophistiqué mais clairement abordable. Quelque chose qui disait, je vais bien sans crier, j'essaie de t'impressionner. Bleu marine, coupe simple, appropriée pour un mariage sans chercher à rivaliser avec qui que ce soit. Je me suis fait couper et coiffer les cheveux. Pas radicalement différent, juste raffiné. Professionnel. La styliste, une femme bavarde nommée Carmen, m'a demandé si j'allais dans un endroit spécial. Le mariage de ma fille, ai-je dit, et les mots me semblaient étranges dans la bouche. Comme c'est merveilleux. Vous devez être tellement excité. J'ai souri sans engagement et j'ai changé de sujet. À la maison, je m'entraînais devant le miroir. Pas ce que je porterais ou à quoi je ressemblerais, mais ce que je dirais si j'étais obligé d'engager une conversation. Comment allez-vous? Question simple, implication chargée. Je vais bien, merci. Le neutre ne révèle rien. Où étiez-vous? Légèrement accusateur. J'ai construit ma vie. Et vous revenez en arrière. N'expliquez pas. Pourquoi êtes-vous parti? Confrontation directe. Je suis parti parce que j'étais traité comme si je n'existais pas. J'ai choisi d'exister ailleurs. Vérité sans colère. J'ai traversé scénario après scénario. Lily me confrontant à la réception. Spencer essayant de jouer la victime de son nouveau in-laws. Meeting James and his family would have probably been told some version of the unstable mother story. Stay calm. Maintain Boundary. Refuse to be drawn into drama. Elena called 3 times offering to attend a support. You don't have to do this alone, Catherine. I know, but you need to. Why? Because showing up alone prove I don't need anyone to validate my existence. I'm there because I chose to be, not because someone is holding my hand. The night before the wedding, I couldn't dormir. J'ai disposé ma robe, j'ai vérifié ma voiture. Pour l'essence, je me suis assuré de connaître l'itinéraire exact jusqu'au Riverside Country Club. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 5 ans. J'ai sorti de vieux albums photos de la boîte que j'avais apportée lors de mon déménagement. Photos de Lily bébé, potelée et souriante. Lorsqu'elle était petite, avec de la peinture dans les cheveux issue d'un projet artistique devenu fou à 7 ans, il lui manquait les dents de devant et brandissait un trophée d'orthographe B.